Ça y est, c'est officiel, j'ai enfin mon permis B. Et pour l'occasion, quoi de mieux que de faire l'essai? Et bien tout simplement de la voiture de la famille. Il s'agit donc d'une Peugeot 307 SW. Et bien ce que je vous propose, c'est de la découvrir tout de suite. Alors oui, vous l'avez remarqué, je ne suis pas très actif en ce moment, j'en suis désolé, mais l'approche du baccalauréat et surtout du permis B m'ont contraint à mettre cette activité sur pause. Mais ça y est, le permis B, c'est de l'histoire ancienne, je l'ai enfin, et quoi de mieux que de vous présenter ma voiture personnelle, qui n'est autre que celle de ma famille, cette 307 SW. Parlons donc esthétique avec cette Peugeot 307. Alors, tout d'abord, un tout petit peu d'histoire, elle est apparue pour rappel sur le marché des berlines compactes et des breaks compacts en 2001, elle a après été restylée en 2005, après avoir reçu le titre de voiture de l'année en 2002. Et c'est d'ailleurs la troisième fois que Peugeot ait reçu ce titre carrosse veuillère, et c'était donc en 2002, après la 405 et la 504. Alors esthétiquement, cette 307 QV 2005 se distingue par une toute nouvelle face avant. On a tout d'abord les nouveaux codes à l'époque de Peugeot, à savoir des feux avec une signature en pointe au bout, une calandre qui devient plus basse et un logo qui est dissocié. Le logo est inséré dans une maille ressemblant au nid d'abeille et entouré par un V couleur alu. Au niveau du profil maintenant, on n'a pas forcément beaucoup de modifications par rapport à la phase 1. Vous aurez noté ces enjoliveurs qui ne sont pas d'origine. Ce n'est pas un choix personnel, je précise, parce que pour être honnête, je ne les trouve pas beaux. Donc pas de modification du côté latéral. Et au niveau de l'arrière, on va voir ça tout de suite. Il n'y a pas forcément beaucoup de modifications également. Si ce n'est peut-être les feux, qui gardent la même forme mais avec une signature intérieure revue, en forme de cercle, 3 cercles au total. Et vu qu'on est sur l'arrière et qu'on parle d'une version SW, je propose de voir tout de suite la taille du coffre. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est tout d'abord la lunette arrière qui ne s'ouvre pas indépendamment du haillon. C'est dommage. Au niveau du coffre, par contre, RAS, c'est un 520 litres. C'est un excellent volume de chargement qui est, pour vous donner un ordre d'idée, presque aussi grand qu'un Peugeot 3008 de 3e génération, alors que ce dernier fait presque 10 cm de plus. On a également un cache-bagages. Alors, il est souple, donc pas forcément très pratique pour charger par-dessus. Les formes sont malheureusement un peu irrégulières, c'est dommage, notamment à cause des passages de roues. Par contre, il est quand même assez profond, assez spacieux, ça il faut le noter. Et surtout, comme on vous l'a dit, c'est une version SW et non pas une version break. La principale différence vient donc de 2 points d'ancrage qui sont ici. Parce qu'en effet, à la même manière qu'un Citroën C3 Cross de seconde génération ou qu'un Dacia Jogger, on peut avoir 2 places supplémentaires, ce qui explique également la présence de ceintures ici, qui peuvent être à la fois pratiques pour arrimer des objets et aussi évidemment pour s'installer. On a également une petite lumière. Alors petite particularité, c'est que contrairement à la C4 Picasso par exemple, l'éclairage de coffre ne se transforme pas en lampe torche. Dommage. Et surtout, vous pouvez le voir, on a 3 sièges arrière individuels de même longueur qui ont beaucoup d'avantages. Ils sont donc individuels déjà, donc on a plus de confort. Ils ont surtout la particularité, vous pouvez le voir, d'être coulissants sur une bonne quinzaine de centimètres. Les dossiers sont également inclinables en tirant sur cette lanière, comme vous pouvez le voir. Et surtout, évidemment, ils sont rabattables. Alors certes, on n'a pas forcément un plancher plat, ce qui est dommage pour un break, mais ces sièges sont totalement extractibles. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que le siège n'est pas trop lourd. Il n'est pas forcément très compliqué à enlever, par contre un tout petit peu plus à remettre vu que, je vous rappelle, il est coulissant. Et surtout, il faut avoir la place, il faut avoir un garage ou du moins de la place pour pouvoir le stocker. Et si on continue d'ailleurs sur l'arrière, vous aurez noté que notre modèle est équipé d'un toit panoramique, très agréable, même si là, par 32 degrés, il fait quand même un petit peu chaud à l'intérieur. Alors on pourrait se dire qu'on pourrait remettre le store, ce qui est possible, c'est un store à commande électrique, la commande est pour info juste ici. Mais regardez, la 307 a une petite maladie, c'est le ciel de pavillon et du coup le store également qui se déchire sous effet de la chaleur. C'est dommage.
Passons voir tout de suite maintenant les places avant de la voiture. À l'intérieur donc de la 307, on a une planche de bord assez classique dans son ensemble. Face au conducteur, une instrumentation analogique, certes, avec un petit cluster ici qui permet d'afficher les réglages du régulateur, limiteur de vitesse et aussi évidemment le kilométrage. Au centre de la planche de bord, on a un autoradio. Alors, sur certaines versions, on peut avoir également un écran avec GPS. En revanche, que ce soit l'écran GPS ou cet autoradio, ils ont un défaut. Ils vieillissent très très mal. Regardez. L'autoradio là est allumé. Et sincèrement, on ne voit rien du tout. Ce n'est pas la caméra du téléphone qui fait ça. C'est vraiment qu'on ne voit rien du tout. Par forte chaleur. C'est dommage. En plus, cet autoradio, il est quand même plutôt bien fait puisqu'on a des commandes qui sont assez faciles à utiliser. Par ici, pour couper l'écran, c'est Dark. Les modes d'affichage, il y en a 3 disponibles. La source, évidemment, audio, vu qu'on a également un lecteur CD. Pas de Bluetooth, en revanche. Donc, si vous voulez du Bluetooth dans cette voiture, il faudra sans doute recourir à un système d'autotuner comme celui-ci qui se branche sur la prise allume-cigare, comme je fais personnellement. Et la touche menu, du coup, avec les flèches pour pouvoir régler votre véhicule. Les fonctions notamment de la voiture. Alors justement des fonctions, il y en a quand même pas mal à bord de cette 307. On a tout d'abord évidemment une coordination centralisée des portes, un siège réglable dans toutes les directions, un volant également réglable en hauteur et en profondeur. On note également des vitres avant et arrière électriques avec une sécurité enfant. On a également les rétroviseurs qui sont à la fois à commande électrique mais également rabattables. On a à la base de série une climatisation manuelle. Là, on a l'option avec une climatisation automatique bizone. Et enfin, un toit panoramique, comme je l'ai dit précédemment, avec ses qualités et ses défauts. Mais c'est quand même assez sympa. Je vous propose maintenant du coup de voir la partie mécanique de cette 307. Sous ce long capot, on trouve plusieurs motorisations. Alors en essence, on a un 1,4 litre TU qui développe 75 ou 95 chevaux. Ensuite, on a un 1,6 litre de 110 chevaux, pardon. Et enfin, un moteur 2 litres proposé en 138, 141 et 177 chevaux. Et côté diesel, on a un 1,4 litre de 75 chevaux, un 1,6 litre comme celui-ci qui développe 110 chevaux et enfin un 2 litres de 136 chevaux. A noter que certaines motorisations sont disponibles en boîte mécanique, 5 ou 6 rapports, ou avec une boîte de vitesse robotisée à simple embrayage, en 4 ou en 6 rapports, la fameuse BMP. Notre modèle d'essai du coup est mon modèle personnel, et donc équipé du 1,6 litre HDI, développement donc 110 chevaux et 260 Nm, et accouplé à une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports. Je vous propose du coup tout de suite de passer aux essais de la voiture. C'est parti. On s'est mis dans une zone un tout petit peu plus calme pour commencer l'essai. On est du coup sur la route qui mène à Saint-Elmont, donc une route assez vallonnée avec une petite portion de village, donc pour voir du coup comment se débrouille la voiture. Et je vous propose du coup de commencer tout de suite. C'est parti. Alors, pour info, au niveau de la consommation, on va commencer d'abord juste par ça. Vu que, comme vous pouvez voir, du coup, l'écran central, comme vous l'avez pu voir au début, est illisible, j'ai pris l'initiative de faire un test de consommation un tout petit peu avant pour voir du coup quelle était vraiment la consommation moyenne de la voiture. Et je suis parvenu du coup à faire, avec un tout petit peu d'éco-conduite sur un trajet ville et route, à faire 6 litres 2 de moyenne avec quelques petites accélérations. Donc c'est largement correct pour moteur 110 chevaux, 4 cylindres turbo, 1,6 litre. Donc c'est largement suffisant. Alors au niveau donc des qualités routières, alors ce qu'on note tout d'abord, c'est le moteur qui est quand même certes plutôt économique mais assez bruyant, on l'entend. Il vibre un petit peu aussi, c'est pas forcément très agréable au quotidien, donc ça c'est un tout petit peu dommage. Au niveau après du châssis en lui-même, là on est sur des routes vallonnées donc c'est parfait pour tester le châssis. La direction est plutôt précise, c'est plutôt un bon point, elle est très agréable, assez souple en ville, on le verra tout à l'heure, mais également hors ville et route, enfin hors ville pardon. La voiture se débrouille très bien, la direction est assez précise. On voit bien où on place les roues de la voiture, ça c'est plutôt pas mal. Comme vous pouvez entendre, lorsqu'on accélère, le moteur il se fait quand même beaucoup entendre, c'est dommage. Mais après, on ne peut pas demander non plus à un moteur diesel d'avoir
le silence d'une voiture électrique, c'est sûr. Après, un petit mot quand même sur l'ambiance intérieure, très agréable, notamment avec ce toit panoramique, c'est super sympa. Franchement, on a beaucoup de luminosité, surtout également apporté par une sellerie blanche, donc c'est aussi sympa. Alors pas très pratique par contre avec les enfants à l'arrière si on veut se faire un McDrive, c'est dommage. En effet, surtout pour nettoyer ça, c'est pas terrible. Alors vous avez noté aussi qu'on n'a pas de rétroviseur au centre parce qu'il s'est tout simplement détaché à cause de la chaleur. En fait, la colle s'est dissous et donc ça a vite le rétroviseur est tombé. Donc sans faire de dégâts, hein, je vous rassure, on a pu le débrancher sans problème. Mais bon, ça c'est quand même pas terrible du tout. Mais il sera remis là d'ici la semaine prochaine. Donc là-dessus, pas de problème. Après, pour le reste, on a une voiture qui, là on va rentrer en ville, qui est assez souple de suspension. La direction et surtout les suspensions, le calibrage des suspensions est excellent. On ne sent pas forcément la mauvaise route lorsqu'elle est pas forcément extrêmement plane. Là on va le voir ici sur un Dodan. Voilà, la voiture le passe avec une bonne souplesse. Alors c'est pas non plus une Citroën, hein, c'est pas ce qu'on demande, mais en tout cas elle est vraiment très confortable. C'est vraiment une voiture familiale de A à Z, donc ça c'est très positif. Encore une fois, la direction est très légère, notamment en ville, donc ça aide évidemment, notamment pour faire des créneaux, même si c'est dommage qu'on n'ait pas de caméra de recul ni même de radar de recul, mais ça fait quand même le travail, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc au final, une 307 SW sur la route, bah, c'est pas ridicule. Nous terminons l'essai de cette Peugeot 307 devant un magnifique début de coucher de soleil pour pouvoir faire la conclusion de cet essai. Alors, que retenir de cette 307? Eh bien déjà qu'esthétiquement, je vous laisse faire votre avis, mais pour ma part, je trouve qu'elle a un peu vieilli sans être non plus totalement has-been. En termes d'intérieur, la voiture est toujours aussi bien présentée, malgré quand même certains plastiques qui ont mal vieilli dans le temps. Que les aspects pratiques et surtout le volume de coffre sont très bien optimisés dans cette longueur par rapport au break d'aujourd'hui. Cette voiture pourrait clairement en faire saliver. Et surtout, niveau comportement routier, cette 307 reste bien une Peugeot, puisqu'en effet, la direction reste légère et précise, tout en choyant confortablement ses passagers au travers d'une suspension résolument bien calibrée. Et enfin, question motorisation, le diesel de notre essai, 1,6 L HDI 110 chevaux, s'est montré suffisant en termes de couple, mais également de performance, malgré le fait qu'il s'agit d'un break et qu'elle ne fait entre guillemets que 110 chevaux. Donc voilà ce que l'on peut dire de cette 307, et qu'au final, cette voiture est quand même très recommandable.